de voir que Jérusalem est tellement importante que même le jour où encore il ne s'est rien passé, où simplement la décision politique était de dire on y met le siège, pour Chachamim, on a dit il faut faire de cette journée-là une journée importante. Rav Avram, très bonjour. Shalom, voilà. Comme chaque lundi, on va poser des questions autour de l'actualité un peu de la semaine. Et l'actualité cette semaine, c'est bien entendu le jeûne de demain, le jeûne du 10 Tevet, un jeûne qui commence demain. Alors, on va parler un peu de halakha, de ces personnes qui doivent jeûner, celles qui ne peuvent ne pas jeûner. Mais on va surtout parler de la signification de ce jeûne du 10 Tevet. On va rappeler pourquoi on jeûne. Surtout. Très bonne question. C'est vrai, c'est important de se rappeler de savoir pourquoi on jeûne quand même. Tout à fait. Pas seulement de jeûner. En effet, Tov. Historiquement parlant, on parle du siège lors du premier temple. Comment on est Nabucodonosor, on est bien avant toutes les histoires de Hanouka. On a encore Hanouka derrière nous, mais ça n'a rien à voir. Hanouka, c'est le deuxième temple, fin du deuxième temple, et là c'est la fin le début de la fin du premier temple, avec le siège de Jérusalem qui va commencer à être en fait un symbole. Il y a de nombreux jeûnes qui sont reliés avec la destruction du premier temple, mais le 10 Tevet, si on demande qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, à vrai dire, au niveau historique, j'ai pas ni la première brèche, ça c'est 17 Tammuz, bien après, c'est la décision politique, en fait, c'est ça qu'il faut dire. La décision politique d'en finir. La décision politique pour la puissance de l'époque, Bavel, de dire que, ça y est, plus personne ne sort, plus personne ne rentre, il y a maintenant mise à siège de Jérusalem, et c'est pour Chachamim un point très important de prendre conscience que si on n'est pas relié à ce qui se passe, autour de nous, à ce qui se passe avec les grandes puissances face à leur décision de prendre la souveraineté d'Israël de manière générale, mais en particulier de Jérusalem et du Temple, alors on passe complètement à côté. Klomar, il s'agit d'une prise de conscience. Avoir décidé que cette date-là serait à la postérité pour tout ce qui se passe autour de Jérusalem comme capitale politique, comme capitale religieuse, comme lieu du temple, c'est la décision. Mais en fait, si on regarde bien dans le calendrier, on a donc le 10 Tevet, on a le 17 Tammuz, on a le Tisha B'Av. Tout ça, c'est autour de la destruction. Ça ne fait pas un peu beaucoup? Il s'agit en réalité de prendre conscience que ce n'est pas du tout le même statut. D'accord. Le statut essentiel de tout ce qui concerne la destruction du temple. Premier et deuxième, d'ailleurs, c'est Tisha B'Av, c'est vrai. Tous les autres, 3 Tishri, Gimel Betishri, Tzom Gedalia, 10 Tevet et 17 Tammuz, on les appelle, à Filout dans la Hacha, ça s'appelle Tzomot Akalim, les jeûnes plus légers. C'est vrai qu'ils n'ont pas la même gravité, même importance, même statut, même au niveau halachique, mais c'est vrai aussi que malgré tout, ils ont chacun un aspect important dans ce qui concerne la conscience historique juive de savoir. Même quand c'est apparemment pas encore tragique, comme vous dites très bien, c'est vrai que Jérusalem est encore en place. En effet. C'est un aspect en fait différent. Exactement. De prendre des responsabilités, de voir que Jérusalem est tellement importante que même le jour où encore il ne s'est rien passé, où simplement la décision politique était de dire on y met le siège, pour Chachamim, on a dit il faut faire de cette journée-là une journée importante. Je tiens à dire qu'en plus, il s'agit du premier temple. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'il a été reconstruit le deuxième, a priori, il n'y a plus de raison. Parce qu'on sait que Tisha B'Av, c'est la destruction du premier et du deuxième. Par conséquent, 10 Tevet, c'est uniquement à propos du siège du premier temple. Et par conséquent, on aurait pu très bien dire, et en effet, il y a Bémet un débat dans le Talmud de savoir exactement pourquoi. À vrai dire, le statut exact, c'est de dire que ce qui fait aujourd'hui du 10 Tevet encore un jour où on doit jeûner, en tout cas ceux qui doivent jeûner jeûnent, c'est parce qu'il s'agit d'une initiative en fait d'Israël de dire que tant qu'il n'y a pas reconstruction totale et définitive du temple, on a encore à apprendre. C'est peut-être une vocation éducative, une vocation de prendre des responsabilités, alors qu'en réalité, historiquement parlant, c'est parfaitement légitime de dire, mais il n'y a pas de raison historique aujourd'hui, surtout on est dans l'état d'Israël, surtout de la résurrection de ce qui se passe. En effet, en fin de compte, le minhag, la force de l'initiative d'Israël
fait force de loi. Et on continue à jeûner parce qu'on a encore de quoi apprendre. D'accord. C'est ça qu'il faut dire. Alors, on va parler un peu des halachot, des lois concernant ce dit Tevet. D'abord, il faut rappeler qu'il commence le matin, demain matin. À la levée. Alors, alot hashachar, voilà. C'est l'aube en français. D'accord. Il faut vérifier. Je ne peux pas donner maintenant, mais c'est important de chacun dans son endroit. En vérité, on est en plein hiver, donc c'est pas tellement difficile. Ouais. Exactement. C'est pas tellement difficile. C'est le jeûne le plus court. Ouais. Et il faut s'y préparer, bien évidemment, de façon digne. Mais à vrai dire, étant donné qu'il a comme statut un jeûne calme, un jeûne plus léger, alors à vrai dire, de nombreuses parties de la population ne sont pas concernées. Khlomar, on va dire de façon très très simple que tout ce qui concerne ceux qui ont une maladie chronique et qui ont besoin d'être alimentés, pour qui un sével comme ça ne peut pas du tout être médicalement déconseillé, exempté. C'est vrai pour les femmes enceintes, c'est vrai pour les femmes allaitantes, c'est vrai pour tous ceux qui ont une confrontation personnelle, individuelle de santé. Je ne parle pas de ceux pour qui c'est un danger, pour ceux-là, même Yom Kippour. Je te parle, mamage, de ceux pour qui la confrontation face à un jeûne, de ne pas boire et de ne pas manger, même pour environ 10 heures que ça va durer, pour qui ça risque de pouvoir amener des difficultés. Alors bien sûr, chacun vérifiera avec son rabbin mais il y a de quoi poser la et question. son docteur. Vous êtes invité à cela. Mais ça n'empêche pas, même si on ne jeûne pas, d'avoir une pensée justement pour cet événement concernant la destruction. La projection historique de cet événement, en effet. Et autre chose qui est très important pour cette journée, et tu vas nous expliquer aussi pourquoi on a décidé ça, c'est que c'est la journée du Kaddish Haklali. Ah, tout à fait. Alors là, ça n'a rien à voir, bien évidemment, avec le premier temple. Mais à vrai dire, petit rappel historique, le Yom HaShoah a été décidé par l'État d'Israël comme une date qui était une date avec une valeur sioniste fondamentale, à savoir Kav Zayin Ben Nissan. C'est après Pessah, c'est encore dans le mois de Nissan. Et ça a évoqué, bien évidemment. Déjà comme ça, au tout début de l'État d'Israël, il y avait constamment des disputes, en tout cas des débats d'idées farouches entre le camp religieux et le camp laïque, et d'avoir choisi spécifiquement un jour pas du tout recommandé pour un jeûne, et pour le Yom HaShoah, ça n'a pas plu énormément. Mais d'un autre côté, l'argument essentiel du Kav Zayin Ben Nissan, c'était de dire c'était l'anniversaire de la révolte du ghetto de Varsovie. C'était très important pour l'État d'Israël de spécifier le souvenir de la Shoah, pas seulement par la catastrophe et la tragédie de la Shoah, mais également par un essai de rébellion. C'est un peu au niveau, on va dire, national. Ça, c'est Yom HaShoah. Mais par contre, le monde religieux a dit on ne peut pas faire de cette journée-là un jour d'oraison funèbre, un jour de Kaddish. Ce n'est pas possible pendant Nissan. Alors, bien évidemment que les célébrations sont... Il n'y a pas de célébration pour le monde religieux et pour le monde laïque, pas du tout. Les célébrations sont également pour tout le monde. Mais, et la fameuse minute de silence également, c'est pour tout le monde, ça c'est clair. Mais en ce qui concerne la récitation du Kaddish, par excellence, pour des milliers, des millions de défunts qui n'ont pas ni de sépulture, ni même de descendants pour pouvoir réciter un Kaddish, là il y a eu prise de responsabilité de la Rabbanout Harashit. En fait, peut-être pour résumer, je ne sais pas si j'ai raison ou pas, mais d'une façon générale, le Yom HaShoah, donc c'est un peu plus au niveau national. Et le dit Tevet, c'est plutôt personnel. Religieux, individuel. C'est vrai, même si c'est difficile à dire, mais la vérité, c'est que même pour ceux qui ont eu encore des descendants, aujourd'hui, les sordés Shoah vont... eux aussi disparaissent, vu de leur âge, on parle de plus de 80 ans, après la libération. Et après la libération, je parle des camps, qui ont cessé en fait la Shoah. Mais à vrai dire, au-delà en fait d'une responsabilité familiale, des descendants eux-mêmes, il y a ici une responsabilité nationale, à savoir, ça a été édité par le grand rabbinat d'Israël que tout celui qui, de toute façon, récite Kaddish, ou qui récite Kaddish, indépendamment du contexte historique de la Shoah, dira ce jour-là le Kaddish et récitera le Kaddish pour tous ceux qui n'ont pas. D'accord. Pour tous ceux qui n'ont pas. Donc il faut vraiment avoir aussi quand même une responsabilité nationale. Une obligation de dire le Kaddish pendant cette période. C'est-à-dire que si, par exemple,
j'ai un oncle ou une tante qui est décédée pendant cette période. Alors, bien sûr que c'est Ratsui, mais à vrai dire, même si j'ai aucun lien familial, c'est ça qui est important. D'accord. Même si j'ai pas de lien familial, la responsabilité... Mais il faut avoir l'obligation de dire le Kaddish. C'est-à-dire que si on n'a pas l'obligation de dire le Kaddish, on ne peut pas le faire. Oh. Alors là aussi, les poskim vont dire que c'est plus recommandé pour quelqu'un qui de toute façon a l'obligation à titre personnel, mais même pour quelqu'un qui n'a pas aucun lien familial, aucun lien personnel, et à titre individuel, il se sent une volonté c'est réparer, c'est pas du tout le mot, mais en tout cas de pérenniser. On a fait l'antsiach en hébreu, c'est le mot que je cherchais. L'antsiach, de pérenniser donc la mémoire de tous ces disparus, il est parfaitement ratsou de le faire. Dans un cas où il a encore ses parents en vie, on demande la permission. On demande la permission de leur dire ça n'a rien à voir. C'est pas du tout contre vous. C'est au contraire pour s'identifier à cette tragédie-là. Donc c'est un moment important de rappeler justement tous ceux qui n'ont pas de sépulture, comme on dit. Des fois, on ne sait même pas la date de décès. Donc, et par conséquent, il s'agissait de faire une date, recueillir pour leur souvenir. Donc l'importance de cette journée du Dit Tevet et aussi, bien entendu, le jeûne. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Et on se retrouve, bien entendu, la semaine prochaine. Très bien. Shalom.